mon témoignage n'a évidemment qu'une valeur très très subjective, hein. J'ai été victime d'une dépression et d'une rechute de cette dépression quelques années plus tard, très violente, qui est une dépression situationnelle due à un certain nombre de problèmes professionnels et peut-être aussi personnels. Bref, à partir de cette expérience, j'ai été évidemment pris en charge par la psychiatrie, en tête-à-tête, c'est-à-dire le rendez-vous quasi quotidien, avec un psychiatre dans un premier temps. Ça s'est passé de façon à peu près irrationnelle, incohérente et difficile, car les psychotropes qui m'avaient été distribués ne marchaient pas et on en changeait à peu près toutes les 3 semaines, ce qui est évidemment un peu plus, toutes les 4 semaines, ce qui est évidemment catastrophique au plan de la santé, parce qu'il faut sortir de la molécule et aller dans une autre. Bon, ça a été très mal vécu. Et évidemment, je me dis aujourd'hui, à l'aune de ce que vous essayez de transmettre dans votre réunion aujourd'hui, que si j'avais été plus aidé techniquement, si j'avais été plus entouré, plus surveillé et conseillé, autrement que simplement par un phrasé, j'aurais peut-être fait quelques progrès. Donc, il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine et j'en ai retiré la conclusion que le dialogue avec le psychiatre en tête-à-tête et la distribution de molécules ne suffisaient largement pas. Et à un moment donné de cette expérience très cruelle, qui m'a valu beaucoup de difficultés pour m'en remettre, j'ai pu changer. Et là, j'ai trouvé un homme remarquable auquel je tiens, puisque je suis face à des spécialistes à rendre hommage, qu'il a malheureusement disparu. C'est un très grand psychiatre qui s'appelait Henri Cuche. Et lui m'a défini beaucoup plus précisément ce dont il pensait que je souffrais et m'a indiqué un psychotrope, un des plus anciens, l'anafranil, pour ne pas le nommer, qui m'a permis, au bout de quelques mois, de sortir définitivement de cette affaire. Définitivement, c'est beaucoup dire, puisque quelques années plus tard, j'ai rechuté. Mais dans l'ensemble, ce que j'essaie de vous dire, c'est que, bien sûr, cette expérience et ce ressenti, qui m'a d'ailleurs conduit à écrire un livre qui s'appelle « Tomber 7 fois, se relever 8 », je l'ai fait parce que je pense que c'est une maladie, qu'on guérit d'une maladie, et que, comme un Français sur 5 en est atteint, mon travail et mon témoignage pourraient peut-être être utiles. J'en ai retiré la seule conclusion, c'est que plus de recherche, plus d'innovation pour le suivi d'un patient ou des patients, c'est évidemment parfaitement nécessaire. Et il me semble, j'ai entendu une partie du discours qui m'a précédé de Madame Pécresse, que je salue et à laquelle je rends hommage pour sa compétence. Elle a parfaitement raison et bien évidemment, je pense que dans vos domaines et dans votre espace de savoir et de savoir-faire, il y a un progrès considérable à faire. Et je pense qu'il sera fait, et j'espère qu'il sera fait, parce que, encore une fois, la confrontation individuelle, c'est très bien, ça peut aider, mais tout apport technique, technologique et collectif m'apparaît comme indispensable et nécessaire. Voilà, j'espère que j'ai pu un petit peu apporter une contribution à votre réunion. Je vous félicite et je vous souhaite grand succès. Même si c'est à distance, c'est extrêmement bien de se retrouver en ce début d'année autour de ce forum Psytech. Parce que, de fait, il y a beaucoup à faire, que notre pays est quand même dans une situation bien difficile et que je pense que cette initiative est porteuse de beaucoup de choses positives, non seulement pour la psychiatrie, mais qui a un signal qui dépasse même cette question de la santé mentale. Comme vous le savez, la santé, c'est un bien premier.
ce que les économistes appellent un bien qui génère des externalités positives, c'est-à-dire que, évidemment, elle est très importante pour les individus, mais elle est importante pour l'équilibre de la société, pour sa stabilité, elle est importante pour la productivité de l'économie, elle est importante aussi pour les libertés politiques, comme on l'a vu d'une certaine manière hier soir. Et le paradoxe, c'est que les économistes ont bien vu que la santé était fondamentale pour la production et pour la productivité, mais très longtemps, on s'est concentré sur la santé physique et fort peu sur la santé mentale. En réalité, les premiers qui se sont vraiment intéressés à la santé mentale, ce sont les militaires, notamment à partir de la Première Guerre mondiale, parce que ils se sont rendus compte que les soldats pouvaient être mis hors de combat par des blessures physiques, évidemment, et Dieu sait qu'il y en a eu, mais que les blessures psychologiques pouvaient être tout aussi redoutables. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une forme de paradoxe, c'est que cette dimension mentale de la santé reste assez mal prise en compte par les économistes et assez mal prise en compte par les systèmes de santé. On a rappelé les chiffres, ils sont tout à fait impressionnants. Donc dans le monde, il y a à peu près 264 millions de dépressions. En France, il y a 12 millions de Français. C'est quand même 17% de la population qui sont atteints de troubles et la prise en charge reste comprise entre 40 à 60%. C'est-à-dire que finalement, il y a très peu de maladies qui soient aussi mal prise en charge sur le plan quantitatif et aussi sur le plan qualitatif, puisque les soins sont très inégaux. Et c'est évidemment un scandale sanitaire, mais c'est aussi un scandale économique, parce que ça touche tous les comportements de l'économie, évidemment la production, le travail, mais aussi la consommation. C'est vrai que des gens déprimés n'ont pas envie de consommer ni d'investir. C'est ce qu'on voit aujourd'hui d'ailleurs en partie en Chine. C'est un des obstacles à la reprise en Chine, le fait que les Chinois ont peur que le système chez eux est stabilisé sur le plan sanitaire, mais qu'il y a beaucoup de freins qui subsistent en raison du choc de l'épidémie. Et du coup, l'autre paradoxe, c'est donc le déficit qui entoure ces troubles mentaux, un déficit de stratégie, de politique publique, un déficit de soins et encore plus un déficit d'innovation, alors qu'on l'a rappelé, le retour sur investissement est particulièrement élevé, 37%, et je crois que David Rothschild ne me démentira pas si je dis en face de lui qu'il y a assez peu d'investissements dans le monde qui rapportent 37%. Même quand on confie ses actifs à sa famille. Donc, je voudrais dire trois choses rapidement. Premièrement, aujourd'hui, on ne peut pas faire d'économie de la connaissance, qui est quand même l'économie du XXIe siècle, sans stratégie de santé mentale. Ensuite, qu'il y a un retard français aujourd'hui qui est à la fois criant et paradoxal, et que donc il y a maintenant urgence à ce que la France se dote d'un écosystème dans le domaine de la santé mentale, un écosystème complet qui permette de faire de l'innovation. Donc, la première chose, c'est qu'il y a un grand consensus. Le XXIe siècle, c'est d'ailleurs intéressant, le croisement de la médecine et de l'économie. Le XXIe siècle, c'est l'économie de la connaissance, de la data, de l'intelligence artificielle. Et le XXIe siècle, c'est aussi pour la médecine le continent du cerveau. Aujourd'hui, après, beaucoup de choses ont été faites en médecine. Il reste un continent qu'on a commencé à aborder, mais qui reste largement inexploré. Ce continent, c'est le cerveau. Et il reste à explorer, évidemment, pour pouvoir développer un certain nombre de thérapeutiques efficaces. Et c'est vrai que, donc, dans ces grandes politiques publiques par ailleurs qui sont développées, il y en a deux qui sont essentielles et avec des effets très forts sur l'économie et sur la société, c'est la santé et l'éducation. Donc, quand on regarde aujourd'hui en matière de maladies mentales, c'est vrai qu'on est frappé par le retard qui s'est creusé. Ces maladies sont la première cause de handicap dans le monde, plus de 20%. On perd un nombre de journées de travail extrêmement important. Et finalement, autant on a répondu
dans les pays développés largement à la problématique des accidents du travail, mais des accidents physiques, autant la partie psychologique reste très mal prise en compte. On agglomère tout ça dans cette espèce de concept flou qui est la souffrance au travail, mais en réalité, derrière ce terme très vague, on a des pathologies qu'on pourrait beaucoup mieux définir et beaucoup mieux traiter. Et ça, c'est important. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, l'économie que nous allons connaître est évidemment une économie de la connaissance, une économie de la donnée. Chacun sait que l'articulation entre l'homme et la machine, l'intelligence artificielle, seront absolument clés pour la performance des individus, des entreprises et des nations. Donc, il est grand temps de s'en occuper. Et on constate d'ailleurs qu'un peu partout dans le monde, on s'en occupe. Quand on regarde aujourd'hui les États-Unis ou la Chine, on a des investissements absolument massifs qui sont faits, certes, en matière de technologie et d'intelligence artificielle, mais aussi en matière de médecine. Quand on prend le véhicule des Américains qui s'appelle les NIH, qui finance la médecine, on a plus de 42 milliards de dollars qui sont mobilisés et il y en a une partie significative sur la psychiatrie et sur le cerveau, avec différentes cibles, le diagnostic, le pronostic et évidemment le traitement. Tout ceci a été amplifié, accéléré, révélé par l'épidémie de Covid. Là, les choses sont claires. Quand on regarde le passé Ebola ou quand on regarde ce qui s'est passé dans les autres pays, on s'aperçoit que l'épidémie multiplie à peu près par 2 toutes les pathologies. Et Ebola, donc, ça donnait 20% de dépression. Aujourd'hui, on est dans le monde développé entre 20 et 30% de population atteinte par des formes de troubles à la suite des confinements et de cette épidémie, c'est-à-dire à peu près une multiplication par 2. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que par ailleurs, les choses sont dans les deux sens, c'est-à-dire que les gens qui sont frappés par l'épidémie, soit qu'ils soient malades, soit qu'ils soient atteints dans leur métier, dans ce qu'ils ont pu créer, évidemment, donc sont touchés ensuite par des troubles psychiatriques, mais qu'à l'inverse, les troubles psychiatriques sont aussi un facteur de vulnérabilité particulier, et on sait qu'on a 65% de chances de plus d'attraper le Covid si on est atteint d'un trouble psychiatrique. Donc, quand on regarde cette épidémie, les choses sont claires. Il y a une première vague qui est purement sanitaire, épidémique, une deuxième vague qui est économique, une troisième vague qui est sociale, qu'on va voir arriver à l'extinction des dispositifs de chômage partiel, et la quatrième vague, elle sera psychiatrique. Et donc, on n'a pas été très bon en France sur l'épidémie. Sur l'économie et le social, pour l'instant, on a tout écrasé par de la dette publique et il va falloir regarder comment on en sort au moment de la relance. Il serait dommage de rater la réponse à la quatrième vague. Et de ce point de vue-là, il faut reconnaître que la France est quand même vulnérable, comme on a vu combien on s'était trompé en pensant qu'elle avait le meilleur système de santé du monde, et elle est très clairement vulnérable pour la psychiatrie, puisqu'on sait que c'est l'angle mort et le point faible de notre système de santé, avec des formules qui ont été figées et qui ne correspondent plus du tout au temps présent, et avec par ailleurs un déficit lourd de recherche et d'innovation, et un retard qui s'est creusé par rapport aux autres grands pays développés, États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, Suède, Pays-Bas et également Israël. Donc on a un système qui est beaucoup trop bureaucratique. On sait qu'aujourd'hui qu'on a un tiers de non-soignants dans les hôpitaux, ce qui est sûrement beaucoup trop. Il y a des problèmes d'accès au marché, du coup une coupure entre le public et le privé, et finalement beaucoup des grands laboratoires ont choisi de délocaliser leur production et leur recherche compte tenu du système administratif français et de la répression en termes de prix à laquelle ils étaient exposés. Et ceci se paie donc avec une situation qui est aujourd'hui, qui se traduit par un double déficit de financement, déficit des financements publics
et puis déficit des financements privés, qu'ils viennent de l'industrie ou qu'ils viennent du capital risque. Cette situation est là largement paradoxale, puisque je vous rappelle que la France a quand même normalement inventé la psychiatrie moderne. Ce pays qui déteste les vaccins est celui de Pasteur, et ce pays qui aujourd'hui piétine la psychiatrie est le pays de Pinel, d'Esquirol, de Charlot et de Laborie, et donc de gens qui ont non seulement développé l'idée qu'on pouvait guérir, traiter, soigner, mais qui ont ouvert aussi des champs entiers à la recherche, mais aussi au traitement des soins. Et finalement, on reste enfermé, en dépit de ces grands noms, dans un système qui ressemble finalement aux idées du 19e siècle, c'est-à-dire qu'en France domine l'idée qu'on ne peut pas traiter les maladies psychiatriques. Je rappelle qu'on soigne les dépressions dans 67% des traitements sont efficaces, donc c'est faux. L'idée que finalement, ça relève de la charité publique, de l'action sociale, et pas de la médecine et de l'économie, et donc derrière l'idée que l'innovation serait complètement inutile. Tout ceci, ce sont des idées fausses, et c'est pour ça qu'il faut les infirmer et se mettre au travail pour construire un système, un écosystème de santé mentale qui fasse une place à l'innovation. L'enjeu, comme vous l'avez bien compris, il est évidemment un enjeu de santé publique, un enjeu médical, mais c'est aussi un enjeu économique, social et stratégique. Au moment où on parle de réindustrialisation, au moment où on cherche à réduire la dépendance de notre pays sur un certain nombre de biens essentiels, le premier des biens essentiels, c'est la santé physique évidemment, mais la santé mentale tout autant. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un écosystème ? Eh bien, il faut travailler sur tous les éléments, ce qu'on peut voir dans la Silicon Valley ou ailleurs, là où ça marche. Il nous faut des entrepreneurs, donc il faut soutenir les startups de santé mentale, ce qui n'est pas spontanément dans l'univers des investisseurs. Il faut de la recherche. Pour ça, il faut débureaucratiser le système, favoriser les essais cliniques et essayer de simplifier la vie des médecins qui ensuite cherchent à développer des innovations. Il faut que les industriels puissent revenir. Je rappelle que traditionnellement, la santé, c'était le deuxième poste exportateur de l'économie française. C'est un secteur très dynamique et qu'on a malheureusement beaucoup trop laissé partir à l'étranger. Il faut du capital risque, pourquoi pas privé mais aussi public, pourquoi pas la BPI. Et il faut une politique publique de soutien, un environnement qui soit positif. Et à partir de là, les thèmes ont été largement déjà décrits. On peut travailler sur les diagnostics, on peut travailler sur le suivi, on peut travailler sur les données avec l'intelligence artificielle, on peut travailler sur les traitements avec de la stimulation, des thérapies géniques, les molécules, mais aussi de l'offre de soins individualisée. Et puis on peut travailler aussi sur la culture, l'enseignement, c'est tout aussi important parce qu'il faut aussi faire bouger les mentalités. Donc finalement, c'est ce que je voulais vous dire. Donc à partir de cette situation qui est une situation extrêmement compliquée sur le plan sanitaire et économique pour notre pays, vous voyez qu'on peut faire de cette santé mentale une sorte de laboratoire. Une sorte de laboratoire pour réussir la relance également en matière de santé publique et en matière d'économie, et surtout finalement pour faire au-delà de la relance, bien se mettre en fait dans une phase de reconstruction. Finalement, l'intérêt de la situation de la santé mentale, c'est qu'on est finalement au point zéro. Donc c'est un peu comme la France en 1945. Et donc aujourd'hui, il faut reconstruire. Et donc c'est un des domaines sur lesquels on peut essayer d'avancer et en faire un levier pour faire bouger le système. Parce que notre système de santé, vous savez qu'il y avait une vieille blague en Union soviétique, on disait « nous, on fait semblant de travailler et eux, ils font semblant de nous payer ». Le système de santé français, c'est « nous, on fait semblant de payer et eux, ils font semblant de nous soigner ». Et bien maintenant, il faut sortir de ça et il faut rentrer. Et la psychiatrie peut être un laboratoire pour ça. On a vu à quel point notre système de santé avait été défaillant. Il faut le remettre sur pied, il faut le relancer, et la psychiatrie peut être un extraordinaire champ d'expérimentation et un vrai laboratoire. Et pour ça, faisons de Psytech non seulement ce qu'a dit Valérie Pécresse, un rendez-vous important pour l'Île-de-France, mais je crois qu'on s'aperçoit, comme les entretiens de Bichat ou ce qui peut se passer à Cham, faisons plus, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui besoin d'un rendez-vous
qui soit un vrai rendez-vous national, mais aussi ouvert sur l'étranger, où on puisse faire se rencontrer des médecins, des chercheurs, des thérapeutes, des malades, qu'il ne faut jamais oublier, des industriels, des gens du capital risque, pour essayer de trouver de nouvelles formules et de relancer cette innovation en santé mentale. Merci beaucoup. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour cette année de commencer par parler de recherche en psychiatrie et d'innovation. Je vais porter ici le regard d'un scientifique, d'un chercheur en fait. Je suis directeur de recherche au CNRS et je dirige un institut de recherche du CEA, l'Institut Frédéric Joliot. Et aujourd'hui, qui est fortement engagé dans la recherche en psychiatrie. Et je pense que le message le plus important que je voudrais donner dès le début, c'est de dire que finalement, l'innovation, elle est consubstantielle à la recherche en psychiatrie parce que son application vers le patient, vers l'hôpital et bien sûr vers les entreprises émane directement en fait, des recherches qui sont faites. Et je vais essayer d'en donner quelques exemples. Les enjeux pour la recherche en psychiatrie sont très importants aujourd'hui. On a absolument besoin de nouveaux outils diagnostiques. Les maladies psychiatriques sont des entités complexes. Il n'y a pas une dépression, il n'y a pas une schizophrénie, il y a des schizophrénies, il y a des autismes, etc., etc. Et pour ça, on a besoin donc de stratifier ces entités pathologiques. Et pour ça, il faut développer donc les bons outils pour le faire. Il faut aussi pouvoir suivre ces maladies de façon appropriée en fonction de ces nouvelles divisions nosologiques, de ces nouvelles divisions des maladies. Et comme, par exemple, Philippe Labro l'a rappelé tout à l'heure, on a un besoin absolument critique de nouveaux traitements et surtout de nouvelles stratégies thérapeutiques qui soient personnalisées et innovantes. Et qui plus est, donc, ces développements très importants, ces enjeux très importants de la recherche en psychiatrie se déroulent aussi dans un environnement extrêmement changeant, dans lequel en particulier les données de santé, ça a été rappelé tout à l'heure par Valérie Pécresse, vont jouer un rôle, jouent déjà et vont jouer encore plus un rôle majeur dans l'utilisation et l'innovation que l'on va pouvoir en faire. La numérisation et l'informatisation de l'environnement médical est un enjeu majeur, il est largement en cours, même s'il y a beaucoup à faire encore, particulièrement en France. Le développement d'outils numériques appropriés pour le diagnostic et le soin est également un enjeu très très important. Et ce sont ces outils-là qui permettront d'utiliser les données pour pouvoir personnaliser la médecine que tout le monde appelle de ses voeux depuis déjà quelques années. Alors dans le domaine de la recherche en psychiatrie, il y a quand même quelques bonnes nouvelles depuis quelques années. Marion Leboyer ne me contredira pas, évidemment. On a beaucoup fait de progrès dans le domaine de ce qu'on appelle les biomarqueurs. Les biomarqueurs, ce sont justement ces outils diagnostiques, si vous voulez, de nature différente. Ça peut être des marqueurs génétiques, bien sûr, mais aussi des marqueurs plus complexes autour de l'organisation des génomes, de l'expression des génomes, des marqueurs de type métabolique, ce qu'on peut mesurer dans les fluides biologiques, des marqueurs immunologiques, c'est très important, il y a une dimension immunologique des maladies psychiatriques qui est essentielle, et puis évidemment l'imagerie cérébrale qui également est capable de fournir des indications très importantes sur les maladies psychiatriques. Dans le même temps se développent de nombreux détecteurs de paramètres biologiques ou comportementaux avec des détecteurs particuliers, couplés ou pas à des smartphones, des applications particulières, des plateformes d'enregistrement de ces données qui permettent un phénotypage quantitatif, digital des patients, qui permet si vous voulez, de suivre ces patients de façon beaucoup plus précise, y compris dans leur vie quotidienne. C'est un point très important de ce qui se fait aujourd'hui dans le domaine de l'innovation en psychiatrie. Alors, tous ces dispositifs de type biomarqueurs ou détecteurs génèrent des jeux de données considérables. Et évidemment, il faut pouvoir traiter ces données et en tirer tout le parti, ce qui aujourd'hui est l'enjeu de l'intelligence artificielle, des algorithmes qui vont permettre de mieux diagnostiquer, de mieux prédire, de mieux prévenir ces pathologies psychiatriques. Il y a aussi des développements très importants, je pense qu'on n'en parle pas assez, et c'est très important pour les entreprises dans le domaine de l'innovation, c'est tout ce qui est autour des biothérapies, donc pas seulement les médicaments, loin de là. Même si c'est dans le champ des médicaments, il y a des champs entiers à investiguer dans le domaine de l'immunologie, je l'ai dit tout à l'heure, mais également, bien sûr, dans les domaines
plus interventionnelles, comme la stimulation cérébrale profonde, ou tout un ensemble de dispositifs électrophysiologiques qui permettent de manipuler, en quelque sorte, c'est pas un mot grossier dans ma bouche, d'aider le cerveau à mieux fonctionner. Et ce sont des points très importants. Et puis évidemment, dans le domaine de la recherche, on modélise les pathologies. Et aujourd'hui, on a beaucoup de moyens de le faire, à la fois chez l'animal et de façon simulée, avec tout un ensemble de techniques, comme par exemple l'imagerie fonctionnelle, qui permet aujourd'hui, chez un animal, de pouvoir enregistrer de son activité cérébrale en même temps que l'on étudie son comportement en temps réel. On peut manipuler également l'activité des neurones avec l'optogénétique, etc. Donc on a tout un ensemble, si vous voulez, de progrès très importants qui, je pense, portent l'espoir de la recherche en psychiatrie dans les années qui viennent. Je voudrais juste donner assez rapidement un exemple de ce qui est développé, par exemple, à l'Institut Joliot que je dirige, où on est capable, donc mes collègues qui, par exemple, développent des méthodes extrêmement puissantes d'analyse, par exemple, donc des protéines qui sont présentes dans les fluides biologiques, pas seulement le sang, le liquide céphalorachidien, l'urine et d'autres. Donc ces protéomes, ces métabolomes, aujourd'hui, sont des outils extrêmement importants pour justement décrypter ces maladies. On peut les coupler à l'analyse des génomes, que le CEA a également fait au Centre national de séquençage, par exemple, et toute l'analyse d'expression des génomes. Et puis, bien sûr, en parallèle, on va coupler ces données-là à des données d'imagerie cérébrale en IRM fonctionnel, qui génère là aussi des données extrêmement importantes. Et si vous voulez, ces données, la donnée aujourd'hui est au cœur de ces évaluations en recherche, peuvent être traitées par des algorithmes d'intelligence artificielle pour essayer de segmenter ces pathologies. C'est le cas actuellement d'une cohorte que Marion Leboyer dirige, la cohorte psycho, pour laquelle donc une partie des patients, quelques centaines de patients, sont actuellement à l'étude dans notre institut, à la fois sur les aspects de métabolomique dont j'ai parlé tout à l'heure, mais aussi de génomique et d'imagerie cérébrale, pour essayer d'en tirer, si vous voulez, des données précises sur, par exemple, des patients résistants au traitement neuroleptique, comme Philippe Labro l'a aussi mentionné tout à l'heure. Donc ça, c'est le genre d'études qui aujourd'hui se développe et qui, évidemment, par les biomarqueurs qu'ils permettent de générer, permettront de mieux segmenter ces pathologies cérébrales. Pour finir, je voudrais insister sur l'importance absolument cruciale du numérique dans les années qui viennent. Et ça, c'est une source d'innovation majeure. Aujourd'hui, Madame Pécresse l'a déjà mentionné tout à l'heure, les données de santé sont une source extrêmement importante de connaissances. Encore faut-il pouvoir les traiter. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas si simple. Il faut pouvoir les homogénéiser. La quantité de données qui est aussi issue des technologies dont j'ai parlé tout à l'heure, que ce soit l'imagerie ou l'éomique, doivent pouvoir être traitées en temps réel. C'est ce qu'on appelle le edge computing maintenant, qui est cet enjeu de pouvoir accumuler les données et les traiter en première intention en temps réel pour pouvoir ensuite les stocker dans des bases de données qui doivent elles aussi être organisées. C'est un deuxième grand enjeu. Et à partir de là, on peut, comme je l'ai dit tout à l'heure, en développant des algorithmes sur lesquels je vais revenir dans un instant, créer de nouvelles connaissances médicales. C'est finalement ça qui est intéressant. C'est qu'à partir de ces biomarqueurs, on va pouvoir beaucoup mieux connaître ces maladies. C'est déjà le cas. Il y a de grands progrès qui ont été faits. Ces données numérisées permettent également de développer des outils d'aide médicale, d'aide au diagnostic, d'aide à la prévention. C'est le rêve du jumeau numérique, comme on dit aujourd'hui, d'avoir une sorte de possibilité pour chaque patient d'avoir un ensemble de données qui permettent de mieux modéliser ces pathologies, et puis aussi de mieux organiser le parcours de soins. Et ça, c'est extrêmement important, notamment de l'hôpital au patient, de l'hôpital à la ville. Ce sont des enjeux très importants pour lesquels, là également, la numérisation est essentielle. Donc, vous voyez que le domaine du numérique est en expansion considérable et c'est un enjeu absolument majeur. Et donc, les enjeux dans ce domaine, je vais en prendre deux, pour lesquels d'ailleurs les équipes du CEA sont très fortement impliquées. C'est d'abord de contribuer au développement d'outils et de services numériques. Ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'existe encore quasiment pas, et notamment pour leur mise en œuvre en psychiatrie, y compris la conception et l'exploitation de grands ensembles de données. C'est quelque chose qui est absolument essentiel, et avec une démarche qui soit plus centrée sur le patient.
notamment parce que les parcours de soins aujourd'hui nécessitent la participation de nombreux acteurs. Et donc, comme je disais tout à l'heure, avec un déploiement qui se fasse pas seulement à l'hôpital, mais aussi en ville et même dans la vie quotidienne des patients. Donc pour ça, il est très important d'accompagner la numérisation de l'organisation du système de santé sans minimiser les questions de cybersécurité. Les données de santé sont des données précieuses et des données personnelles. Donc l'enjeu est extrêmement important. Je voudrais faire une petite incidente là-dessus. C'est sûr que la RGPD est essentielle pour nous protéger, je sais pas, de ce qu'on pourrait utiliser, des images qu'on pourrait utiliser, des caméras qu'il y a partout dans les villes, dans certaines villes en tout cas maintenant. Mais mais la RGPD n'est pas forcément directement applicable aux données de santé. C'est un peu comme les marchés nationaux. Vous savez, quand ils ont été inventés, c'était pour moraliser la vie publique. Mais quand on l'applique à la recherche, parfois, c'est des freins majeurs. C'est un petit peu pareil hein, pour aujourd'hui, pour les données de santé. Il y a une lourdeur administrative qui rend la manipulation de ces données extrêmement complexe et le transfert des données extrêmement complexe. Et je pèse mes mots. Il est également très important de continuer à développer ces nouveaux dispositifs médicaux numériques, j'en ai aussi parlé tout à l'heure, et puis ces outils d'exploitation des données médicales, en particulier avec une intelligence artificielle, pour laquelle les enjeux sont encore très grands. Même si on a fait beaucoup de progrès, un des problèmes majeurs de l'IA aujourd'hui, c'est qu'elle est très souvent utilisée comme une boîte noire entre les données et la pathologie. C'est-à-dire que ce n'est pas si facile que ça de comprendre les processus pathologiques à partir des traitements en intelligence artificielle. Et ce qu'on appelle aujourd'hui l'IA explicable, c'est-à-dire une IA qui permette de mieux adapter, si vous voulez, de mieux comprendre le traitement des données pour en faire quelque chose qui est intelligible aux médecins et aux biologistes, c'est un enjeu très important. Et il faut aussi travailler sur la confiance de nos contemporains pour ces processus, parce qu'on l'a vu pour les vaccins, on l'a vu pour beaucoup d'autres domaines. Et dans le domaine du traitement des données, je pense que la confiance de nos concitoyens doit être aussi un enjeu très important sur lequel il faut que l'on travaille. Donc voilà, donc je voulais juste finir avec ça en disant que donc, dans le domaine de la recherche en santé aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens de progresser, beaucoup de progrès qui commencent à être faits. Il y a encore des freins considérables à l'avancée de ces recherches. Une grande partie est dans le tabou que représente encore la maladie mentale. Presque tous les intervenants précédents l'ont déjà souligné. Mais également dans la difficulté qu'on peut avoir à faire travailler ensemble, si vous voulez, des disciplines qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, des biochimistes qui développent donc, ces méthodes de biomarqueurs, des imageurs qui font de l'imagerie cérébrale, des mathématiciens ou des informaticiens qui développent l'IA, des juristes pour essayer de nous aider à manipuler ces données correctement, et puis bien sûr les médecins qui sont au cœur du dispositif avec les patients, pour lesquels tous ces progrès sans lesquels ces progrès ne seront pas possibles si on ne peut pas les transférer, encore une fois, directement aux médecins et aux patients. Voilà, je vous remercie.